ça fait 40 ans qu'on nous dit qu'on a un peu le cul entre deux chaises, et ce qui, je pense, c'est pas du tout le cas. Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et parce que vous et moi l'aimons passionnément, je vous propose de découvrir les secrets d'un bon vin. Parcourons ensemble le vignoble à la rencontre de vigneronnes et vignerons valeureux et engagés pour des discussions hautes en couleurs. Nous voyagerons à travers les régions, les cépages, les savoir-faire et les belles histoires du monde du vin. Je suis Romain Becker et je vous souhaite la bienvenue dans le bon grain de l'ivresse. Chers auditeurs, chères auditrices, en prenant avec vous le chemin de Nîmes aujourd'hui, je vous invite à partager l'épiphanie que j'y ai vécue fin 2025. Les Costières de Nîmes, c'est une appellation dont j'avais une image très vague il y a encore quelques mois. J'aurais été bien incapable de citer plus de 2 producteurs locaux. Alors, quand le syndicat m'a proposé de leur rendre visite et de réaliser un épisode en partenariat avec eux, j'ai sauté sur l'occasion. La journée que j'ai passée sur place m'a retourné le cerveau. J'y ai découvert une appellation dynamique, des vignobles magnifiques et surtout, j'y ai goûté des vins de caractère, digestes et au charme fou. Alors attachez vos ceintures, car ce voyage en 3 étapes risque de vous faire sérieusement envie. Bonjour Jérôme Castillon. Bonjour. Je te remercie de m'accueillir. On est au château de l'Ermite d'Auzan. On est sur l'appellation des Costières de Nîmes. Et on va découvrir ensemble cette belle appellation qui est, à mon avis, n'est pas très bien identifiée par nos auditeurs et nos auditrices. Alors je pense que tout le monde connaît le nom, mais je suis ici pour faire en sorte que on arrive à un peu mieux la situer. Avant ça, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Ben écoute, Jérôme Castillon, donc vigneron, donc en Costières de Nîmes, sur la partie sud des Costières de Nîmes. Mon fils m'a rejoint il y a 5 ans. On a un domaine aujourd'hui de 75 hectares qui est en culture bio et biodynamie. Alors, on va commencer par le commencement. Ouais. Ici, avec les Costières de Nîmes, on est dans la vallée du Rhône. On est d'accord ? Absolument. Et on y tient. On est fiers de notre drapeau Vallée du Rhône. Non, mais tu sais, la définition d'une appellation et l'appartenance d'une appellation à une région viticole, ben, ça a toujours été cette notion climatique que parlent les Bourguignons, hein. Donc, l'association du sol et de la météo. Il est clair que, comme tu l'as vu, quand on s'est baladé sur le terroir, on est à 20 km à pied du début du Languedoc et on est à 30 km du début de la Provence. Mais nos 2 voisins sont sur des calcaires, sur de la garrigue. Et alors que nous, on est sur cette alluvion qui a été apportée par le Rhône, donc ce fameux galet roulé rhodanien. Donc Rhône et Durance, hein, on est un mélange des 2 rivières sur notre territoire. Donc déjà géographiquement et géologiquement, c'est une évidence qu'on a un terroir. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler, de vinifier en Creuse-Hermitage, et on a absolument le même sol que Creuse-Hermitage. Au niveau de la taille du galet, c'est un galet qui a la forme d'un point. Hein, c'est pas le gros galet de Châteauneuf. Hein, on a ce galet médium et qui confère des sols profonds et qui permet à la vigne d'aller ancrer ses racines à ses profondeurs. Et puis on a ce fameux Mistral, hein, tu l'as bien eu, hein, tu as bien vu ce que c'était là. Oui, ça souffle très fort aujourd'hui. Fort, hein. Donc voilà, on a le Mistral et pas la Tramontane quand nos amis languedociens. Donc un terroir géologique typique au Rhône, le vin majeur du Rhône. Et puis alors la spécificité des Costières de Nîmes, ça va être le vent de la mer, la brise thermique. C'est une appellation qui est ouverte sur la mer. Moi, j'aime dire qu'en fait, Costières de Nîmes, c'est la vallée du Rhône avec la fenêtre ouverte sur la Méditerranée. On distingue des puèches des Costières de Nîmes, des sommets des Costières de Nîmes. On est arrivé à distinguer les marais de Camargue et même l'église des Saintes-Maries de la Mer que tu as pu observer. Donc, on a vraiment cette face ouverte sur la Méditerranée. Et puis, la Méditerranée, ben, les touristes, vous aimez bien vous venir sur nos plages sauvages, sur nos plages, parce qu'à 2h de l'après-midi, il y a ce petit air de la mer qui va se lever, cette fraîcheur. Et ben, cette fraîcheur, elle va traverser la Camargue et venir finir sur les Costières. Et on dit qu'on a des vins qui sont avec une certaine fraîcheur, salinité. Et en fait, c'est apporté par cette brise thermique. Donc cette brise thermique, elle va avoir pour effet notamment de modérer un petit peu les températures.
La Méditerranée, pour nous, c'est une superbe clim naturelle qui coûte rien au niveau énergétique. Elle fait ça gracieusement. Elle nous sauve du gel sur des gels de printemps parce que vous allez avoir une eau de Méditerranée qui va être à 15 degrés. Donc, elle va réchauffer l'atmosphère. Et inversement, quand elle est à 25 degrés, on l'apprécie pour aller faire un plouf. Mais nous, ça nous crée une fraîcheur à 25 degrés sur des sols qui sont à 35. Donc, en fait, ça crée ce vent, d'où le vent thermique, et ça crée ce petit élan de fraîcheur. Donc, la vigne va moins souffrir, moins stresser et moins fermer ses stomates pour se protéger de la déshydratation. Donc, elle va continuer à faire sa photosynthèse. La vigne va profiter de ce vent marin pour se charger donc en humidité et se charger légèrement avec un petit côté iodé qu'on va retrouver sur nos vins blancs, sur nos rosés. Donc, il donne de la fraîcheur sur les vins. Donc, en fait, ce mixte entre climat typique rhodanien avec la force du galet qui va donner la puissance des vins et tout, mélangé avec une fraîcheur méditerranéenne par le vent, ça va faire un très bon équilibre. Et on le voit si on compare nos pH et nos acidités sur des analyses de vin, qu'on a analytiquement des pH beaucoup plus faibles, donc des plus grosses acidités, et donc beaucoup de plus de fraîcheur dans nos vins. Alors, il y a un élément essentiel que tu as mentionné, je voudrais qu'on approfondisse un petit peu, c'est la profondeur des sols. Qu'est-ce que tu as comme type de sol et pourquoi est-ce que vous considérez que cette profondeur, c'est un atout pour vous sur l'appellation? Alors, on est tous conscients de l'évolution climatique, de gros problèmes de la réserve d'eau pour toute plante et pour l'homme en général. Et nous, alors, on a la chance d'avoir donc cet agglomérat de galets mélangé avec du sable et de l'argile. Donc, en fait, ceux qui ont un lit de rivière, c'est facile à imaginer. Et ça a été accumulé pendant des millénaires et des millénaires. Donc, en fait, on a des sols qui descendent, la racine arrive à descendre, à glisser entre les cailloux et à descendre à 10, 12, 15 mètres de profondeur. Et 10, 12, 15 mètres, on imagine en fait ce ballon de réserve hydrique qui est bien plus fort que si vous avez une roche à 50 cm, à 1 mètre, où forcément la somme de réserve hydrique est beaucoup plus faible. La vigne en Costières de Nîmes, elle date on parle des Romains, mais elle date même d'avant les Romains, et parce que naturellement c'était un espace qui était approprié à faire pousser cette plante, qui est une plante méditerranéenne. Donc plante adaptée avec des sols adaptés, ça facilitait la production le développement de cette vigne. Donc on a un sol naturellement fait pour un vignoble. Alors sur l'appellation, on a un versant nord et un versant sud, et là on a des climats qui sont légèrement différents entre les deux. Alors effectivement, on a ce versant qui regarde la Méditerranée et un autre versant qui va regarder le Mont Ventoux. Donc je pense que vous arrivez, auditeurs, à voir à peu près où on est situé. Et effectivement, cette brise thermique va dans un premier temps venir frapper le versant sud, arrive légèrement à glisser sur le versant nord, mais donc un peu moins, et le versant nord va plus avoir la richesse de la chaleur qu'on connaît sur des terroirs autour d'Avignon, autour d'Orange. Donc on a une légère distinction entre ces deux terroirs. Déjà, avec mon ami Cyril Marès, on a facilement presque 15 jours d'écart au niveau des dates de récolte. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, c'est sur un super petit terroir, quoi. Donc ça prouve bien qu'il y a une différence climatique et du coup qu'il y a une différence, une légère différence dans nos vins. Qu'est-ce que vous avez comme encépagement ici? À la fois en cépage rouge et en cépage blanc. Alors, comme on a dit, on fait partie de la vallée du Rhône, donc on a le cahier des charges de la vallée du Rhône, qui fait qu'en rouge, on va être Syrah, Grenache, Mourvèdre, et je vais mettre un petit point particulier sur ce cépage Mourvèdre, qui, vous savez, Mourvèdre c'est Bandol comme appellation, donc c'est un cépage qui aime voir la mer, on dit. Enfin, il aime surtout l'impact climatique du vent de la mer, et donc on est un terroir qui est très bien adapté, si on se compare par notre ami de la vallée du Rhône, très bien adapté à ce cépage de Mourvèdre. Donc petite particularité Mourvèdre en Costières de Nîmes, même si la dominante est Syrah Grenache, mais il y a vraiment une pointe importante de Mourvèdre. Et après sur les blancs, donc on retrouve les classiques aussi, Roussanne, Grenache blanc, Viognier, le Rolle qui prend de plus en plus d'importance. On observe que la Roussanne qui avait été implantée en Costières de Nîmes comme porteur d'acidité et de fraîcheur pour compenser un peu le Grenache et sa puissance souffre de plus en plus de l'évolution climatique.
Donc on est en train de faire glisser le rôle Vermentino, qui est vraiment méditerranéen et qui a les mêmes vertus et très aromatique également. On remplace petit à petit la roussanne sur le secteur costière. Justement pour gagner un peu en acidité et en fraîcheur, c'est ça? Pour maintenir en fait cet effet climatique comme je vous ai parlé. En plus aujourd'hui la tendance elle est plutôt sur des vins frais, gourmands mais pas lourds au niveau de l'alcool. Donc compenser un peu la richesse du Grenache. Donc on avait besoin de ces cépages comme ça. Et donc on utilise ce qui nous permet. Ça c'est des cépages qui vont rapidement s'exprimer et qu'on connaît. On fait aussi des expérimentations en Costière de Nîmes sur des nouveaux cépages, sur des cépages grecs par exemple aussi ou catalans. Enfin voilà, le monde viticole est conscient de l'évolution climatique et de l'adaptation qu'on doit avoir. Donc va aussi chercher dans d'autres régions, savoir ce que sera pour nos enfants dans 20 ans et dans 40 ans l'évolution climatique et les cépages adaptés. C'est un secteur qui est très intéressant pour la Syrah. Je prétends pas avoir la caractéristique aromatique des Syrahs de Creuse-Hermitage ou d'ailleurs du Nord-Vallée du Rhône, mais on retrouve un petit lien de commun au niveau fraîcheur. Et donc la Syrah c'est très bien adapté. La Syrah c'est un cépage très gourmand, qui est très agréable et qui est contrebalancé également parce que des fois ça peut être un peu trop rustique ou un peu contrebalancé avec le Grenache et les épices du Mourvèdre. On a le fameux JSM des qu'aiment bien les Américains qui est adapté à notre secteur. Un petit mot sur le château de l'Ermite d'Auzan, ton domaine quand même. Oui, le domaine, donc c'est mon grand-père qui en 73 a racheté ce domaine. Précédemment, on était vigneron en Costière de Nîmes et encore en Camargue avant le phylloxéra, enfin plutôt pendant la partie phylloxéra, et on est originaire de l'Armagnac, donc famille de vignerons, qui aujourd'hui est très fier d'être en Costière de Nîmes, qui est bien ancré, qui a bien les pieds dans son terroir. Voilà, donc qui a été rejoint par mon fils il y a 5 ans. Et moi, j'avais fait ce passage conscient de l'empreinte qu'on a sur la nature et tout. Donc j'avais fait ce passage en bio précédemment et il y a 5 ans mon fils m'a rejoint après des études en Bourgogne, après des voyages de vinification aux 4 coins du monde en me disant ouais papa je veux revenir mais je veux vraiment évoluer au niveau du sol. C'est par les sols, par la qualité, la vie qu'il y a dans les sols qu'on arrivera à faire évoluer nos vins, la qualité de nos vins. Donc il a été à l'initiative de la biodynamie, de l'aromathérapie, tout ça je pense qu'il vous l'expliquera. Et donc donc on est fiers, on est optimistes, même si c'est une période difficile, on le sait, économiquement pour le monde viticole en ce moment. Mais on croit qu'on a des atouts dans nos poches et qu'on peut croire dans la nouvelle génération. Les Costières de Nîmes, on a un peu parlé, beaucoup de jeunes sont dans l'appellation Costière de Nîmes, s'impliquent dans l'appellation Costière de Nîmes. Donc ça aussi, c'est une force de l'appellation, d'avoir un futur. Et donc on a une appellation qui est très dynamique, qui a des terroirs adaptés pour l'avenir et des jeunes qui sont prêts à se battre. Donc on a le moral. Alors il y a Tanguy qui nous rejoint, c'est la nouvelle génération ici au château de l'Ermite d'Auzan. Bonjour Tanguy. Bonjour Romain. Alors toi t'es arrivé ici en 2019, donc ça fait 6 ans. Ouais, exactement. Déjà 7 vendanges. Déjà 7 vendanges, ouais c'est ça. Et donc tu as un parcours avec un peu d'expérience. Est-ce que tu peux nous parler juste un tout petit peu de ta formation et des endroits où tu as travaillé avant de revenir au domaine, s'il te plaît? Ouais, avec plaisir. Alors j'ai fini mes études en 2016. J'ai fini mon BTS viticulture œnologie à Bonn en 2016. Et de 2016 à 2019, avant que je revienne sur le domaine, j'ai fait pendant 3 ans des vinifications hémisphère nord, hémisphère sud. Les premières fois où je suis parti à l'étranger, c'était en Espagne. Et après, j'ai fait Californie, Oregon. Je suis descendu 2 fois en Corse. Alors, on peut dire que c'est un peu l'étranger. J'ai fait une vinif en Angleterre pour du sparkling aussi. Et après, je suis allé faire une vinif en Afrique du Sud et une vinif en Nouvelle-Zélande. En Corse, t'étais chez qui? Clos Canarelli. J'ai fait Clos Canarelli et le début des vinifications pour le domaine Zuria qui se montait. Alors, t'es arrivé ici avec des envies et pas seulement l'envie de faire la même chose que ton père. Notamment, t'es arrivé avec l'envie de mettre en place la biodynamie. Ça devient d'où cette envie?
Alors c'est vrai, c'était vraiment une conviction. Je voulais vraiment faire passer le domaine dans cette idée-là et dans cette méthode de culture et de travail. Je pense que la biodynamie est venue par un vouloir d'apporter un bien-être au sol et d'apporter du vivant au sol. Je suis convaincu, et mon premier jour en classe en Bourgogne, mon prof d'œnologie qui partait à la retraite, qui était vraiment le plus ancien prof qui était encore en exercice. La première phrase était comme quoi on pourra jamais faire de bon vin avec du mauvais raisin. Et c'est la vérité. Et la matière première est le plus important. Et pour avoir des bons raisins, il faut un bon sol, il faut une vigne en bonne santé. Donc c'était vraiment ça qui était important pour moi. Alors, tu as poussé la biodynamie assez loin ici. Alors, pas forcément dans le côté ésotérique dont on entend parfois parler, mais tu as un travail énorme de phytothérapie, de culture des plantes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, là, de ce que tu fais exactement sur le domaine ? Alors, c'est vrai que je suis pas du tout du côté ésotérique de la biodynamie, parce qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être un discours complètement différent dans 2 ans ou dans 3 ans, mais aujourd'hui, il y a certaines forces astrales que je comprends, comme les forces lunaires qui s'exercent sur, on dit le rythme tropique de la Lune, et c'est les forces qui régissent les marées, donc qui est vraiment un effet sur le végétal. Il y a d'autres cycles que je comprends un peu moins aujourd'hui, et c'est pour ça que ce côté un peu ésotérique sur les constellations est un peu flou pour moi aujourd'hui. Peut-être que j'aurai un autre discours dans quelques années. Mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était le côté scientifique et le côté très vivant de la biodynamie, le côté culture de bactéries pour le sol, que ce soit pour les composts, les CBMT ou pour les préparations de 500. CBMT, tu peux préciser, s'il te plaît ? Compost de bouse Mariatoun. Donc c'est à base de bouse où on introduit des préparations de plantes à l'intérieur pour enrichir ce compost. Donc ça, c'est des préparations où je suis convaincu sur le niveau bactérien, sur le niveau vivant du sol, elles sont très importantes. Pour moi, un sol, tout sol de n'importe quelle région viticole de France a assez de matière organique fraîche, avec la chute des feuilles, avec les bois de taille, avec l'herbe qui va pousser pendant la saison ou quoi, qui se retrouve sur le sol. Mais le but, c'est de transformer toute cette matière organique fraîche en matière organique assimilable et qui pourra se lier à l'argile. Et le seul vecteur capable de faire ça, c'est les bactéries. Donc le but, c'est d'apporter la bactérie pour transformer notre matière organique fraîche en matière organique assimilable pour la plante et en matière organique stable. Et non apporter des tonnes d'engrais qui vont être en fait de la matière organique stable. Le but, c'est de la créer nous-mêmes sur le domaine grâce aux bactéries qu'on va cultiver. Alors, tu as un travail aussi, je disais, là, de phytothérapie important. On s'est baladé juste avant de discuter dans une parcelle qui est dédiée à la culture de plantes dont tu vas extraire certains composés actifs pour tes traitements. C'est ça. Alors aujourd'hui, toute la partie préparation pour le sol fertilisant, c'est la biodynamie, et toute la partie traitement se fait à base d'extraction de plantes qu'on fait sur le domaine. On a un jardin aromatique où on cultive 16 variétés de plantes. Ces plantes aromatiques nous servent à faire en premier des préparations de plantes fraîches, donc à base de plantes fraîches, donc des préparations de purin où on va extraire de l'azote. Après, on a des tisanes et décoctions où là, on va chercher à extraire soit des oligo-éléments pour les tisanes, soit des acides organiques pour les décoctions, qui vont jouer le rôle de stimulants des défenses naturelles. Et après, les dernières préparations, celles qui vont être curatives et non préventives, ça va être les huiles essentielles, où là, on travaille avec une quinzaine d'huiles essentielles différentes qu'on distille nous-mêmes sur le domaine. Donc là, on a vu du romarin, du lavandin, de l'origan, ce genre de choses. Ouais, du thym, de la sarriette des montagnes, de la menthe poivrée. On fait vraiment un peu de tout. Ce qui m'intéresse, c'est pas de planter de la menthe ou de la lavande parce que ça sent bon, c'est de planter de la menthe parce que j'ai du menthol, planter de la lavande parce que je vais avoir du linalol, planter du thym parce qu'il y a du thymol, planter de l'origan parce que je vais avoir du carvacrol. Mais ce qui m'intéresse, c'est le phénol ou le monoterpénol qu'il y a dans les plantes et de réussir à avoir plusieurs molécules différentes, plusieurs matières actives pour me couvrir plusieurs traitements. Aujourd'hui, on travaille qu'avec des plantes, donc tous nos traitements sont très lessivables. En collant, on va utiliser du miel, mais sinon, à la moindre pluie, à la moindre humidité, toutes mes préparations de plantes que j'ai pulvérisées sur le végétal vont se retrouver par terre. Et du coup, on doit repasser après pluie pour
pour passer notre traitement. Donc ça me demande d'avoir une grosse préparation de plantes et une grosse transformation en amont pour pouvoir couvrir mes traitements. Merci Tanguy. Ouais, de rien. Merci à toi Romain. Alors vous l'entendez, on démarre la dégustation avec Jérôme. Alors qu'est-ce que tu nous sers là comme premier verre? Donc on n'y pense pas forcément toujours au blanc en Costières de Nîmes, mais si on a des blancs qui sont très très intéressants. Certes, ça fait que 10% de l'appellation, mais c'est 10% qui sont en train d'évoluer. Tout le monde est en train de planter des cépages blancs parce que on a parlé tout à l'heure de fraîcheur, de léger côté salé, iodé. Et de gourmandise, donc on va retrouver ça dans cette cuvée. Donc ça c'est la première cuvée de chez nous, la cuvée aux ans en blanc. Donc c'est 62 Roussanne, 22 Viognier, 22 Grenache. Et on retrouve en fait ce côté plaisir. Moi j'aime bien avoir ces bouteilles que des copains arrivent à l'improviste à la maison et tiens là on va ouvrir une bouteille. Voilà. Et je pense qu'on est tout à fait dans cet esprit de partage, de convivialité. Et ce premier verre, on aime qu'il soit plaisant, pas agressif, qu'il soit bien équilibré, parce que c'est le premier. Et là, on va voir ça. On va voir ce côté c'est sec et fruité, comme disaient les gens. Ça, ce côté gourmand, et avec ce petit côté salin, je sais pas si tu le ressens, il y a une petite pointe de salinité. Et je dis souvent, attention, c'est dangereux, le sel, c'est un peu comme les cacahuètes et les chips, ça appelle à y revenir. Il y a un goût de reviens-y, effectivement. Oui. Voilà. C'est vrai que c'est très gourmand. Il y a à la fois de la rondeur, une petite amertume, et en même temps, c'est digeste, c'est frais. Oui, c'est très bon. Beaucoup de plaisir. C'est des vins qui sont, comme tu parlais, cette c'est digeste et comme tu parlais d'une légère amertume. L'amertume, c'est intéressant également pour l'accord avec le monde végétal. Parce que là, on pense forcément à poisson, fruits de mer, etc. Oui, ça va très bien aller. Mais il y a ici également les accords végétaux, notamment par rapport à l'asperge, par rapport à beaucoup de plats, de préparations végétales. Ça va très très bien s'accorder. Là, je penserais à un fenouil rôti, par exemple, au four, avec un peu de jus de citron, ce serait pas mal, ça. Tout à fait. Très très bien. Goûteux. Il n'y a pas de problème. Super. On passe au suivant? Ouais. Allez. Donc une cuvée de chez nous qui s'appelle la cuvée Sainte-Cécile parce que les moines ermites de l'ermite d'Auzan dépendaient de l'abbaye Sainte-Cécile, d'où le nom de cette cuvée. Et on est vraiment sur le JSM, donc un tiers, Syrah, Grenache et Mourvèdre, sur une sélection parcellaire, donc en Syrah, Grenache et Mourvèdre, et sur un an d'élevage en barrique, mais pas sur des barriques neuves, sur des barriques qui ont déjà fait un vin, et sur des doubles contenants. C'est-à-dire qu'on travaille sur des 400 litres, et plus le contenant est gros, plus l'empreinte bois, l'emprise du goût du bois est diminuée. Là, on goûte un millésime 2022. Où on va retrouver les trois marqueurs de ces cépages. Hein. Donc la Syrah classique, le cassis, le fruit rouge, cet univers fruité rouge. Le Grenache qui va apporter cette puissance par son alcool et ce côté légèrement épice fin, quoi. On est sur la cannelle, on a des expressions comme ça. Et le Mourvèdre, on dit que le Mourvèdre, son marqueur, c'est la réglisse, mais c'est vraiment ce monde un peu épice. Vous êtes dans un souk et vous rentrez dans le marché aux épices et vous avez un mélange d'épices. Tout ça associé avec toujours cette fraîcheur, parce qu'on est sur des vins qui sont à 14 degrés, mais hop, il y a un petit côté de frais. Des fois, on me dit il y a presque un côté eucalyptus mentholé en fin de bouche. Et du coup, pareil, ça invite à redécouvrir et ça garde cette mot qui est pas très joli, mais finalement, le plaisir, c'est de boire du vin, donc la buvabilité, c'est bien important dans un vin. Ouais, et là il y en a beaucoup de la buvabilité, je trouve. Alors il y a une petite trame tannique là qui apporte du caractère, et ça irait bien à table. C'est un joli vin de gastronomie, mais c'est vrai qu'on à la fois on retrouve les caractères des trois cépages et en même temps tout est plutôt harmonieux, enfin même très harmonieux, je trouve. Moi qui aime le Mourvèdre, je trouve qu'on retrouve un petit peu son côté droit, presque un tout petit peu austère, mais on sent que avec les années ça va gagner en charme, même si on a déjà grâce au Grenache. Enfin, c'est un très joli vin. Merci beaucoup de me faire découvrir ça. Merci à toi et auditeurs, vous n'avez plus qu'à venir en Costières de Nîmes. Il y en a de très belles villes, on a un très beau terroir, on a plein de choses magnifiques, on vous attend. Merci beaucoup. Au revoir.
Alors on se retrouve maintenant au château de Nages en compagnie de Michel et Isabelle. Et d'abord on va discuter avec Michel Gassier. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour, je suis Michel Gassier, je suis vigneron. J'exploite le château de Nages et le domaine Gassier, tous les deux situés sur l'appellation costière de Nîmes. J'ai 65 ans et ça fait bientôt 40 ans que je fais ce métier. Donc une longue carrière de vigneron derrière vous. Oui. Comment ça a démarré ? Je suis tombé dedans quand j'étais petit, puisque je suis déjà la 4e génération de ma famille à faire ce métier. Donc je m'y destinais naturellement. J'ai eu un parcours où j'ai fait différents métiers avant de revenir. Et quand mon père a souhaité prendre sa retraite, je suis revenu pour prendre les rênes du domaine avec mon frère, puisqu'on a aussi une activité arboricole dont il s'occupe. On n'en a pas parlé avec Jérôme tout à l'heure, donc il faut réparer ça maintenant. Le nom Costière, ça vient d'où ? Qu'est-ce que ça désigne exactement ? Alors les idées sont partagées, c'est un peu une combinaison de côte, parce qu'on est une bosse, on est une terrasse villafranchienne, et côte parce qu'on est en bordure de mer ou pas loin, en tout cas en bordure d'étang. Donc c'est la combinaison, à mon avis, du côté proche de la mer et du côté terrasse. Comment elle s'est formée, cette côte ? Alors, si on reprend au tertiaire, la mer montait jusqu'à Lyon. Donc, en dessous, on a des fonds marins. Et ensuite, entre 1 à 2 millions d'années, le Rhône a déposé lors de périodes de crue cet épandage caillouteux en terrasse qu'on va retrouver à Châteauneuf-du-Pape, à Tavel, Lirac et en Costière de Nîmes. On est considéré comme la plus vieille et la plus grande terrasse villafranchienne, c'est le terme que les géologues utilisent, de la vallée du Rhône. Donc il y a eu une opposition à un moment entre la Durance et le Rhône, c'est bien ça ? En fait, la Durance est un affluent du Rhône. Mais ça n'a pas toujours été le cas, si j'ai bien compris. Ah, ça, j'avoue que c'est au-delà de mes compétences. Alors, ici, on est au château de Nages. Est-ce qu'on peut poser un peu les bases du domaine sur la superficie, l'encépagement Alors, le château lui-même est sur environ 35 hectares de vignes. Une des particularités, c'est que nous, on croit énormément au blanc dans notre appellation. On pense que la combinaison de microclimat et de type de sol font que les blancs s'y développent très bien. Et on a 45% de notre surface qui est dédiée au cépage blanc. On a une très grande diversité de cépages. On joue sur des cépages précoces comme le vionnier, le grenache blanc, la roussanne, des cépages de moyenne époque comme la clairette, et récemment, certains ne sont pas encore dans l'appellation mais vont le venir, comme le carignan blanc, qui sont des cépages tardifs. C'est l'atout principal du carignan blanc, c'est ça ? C'est le fait qu'il soit de la maturité tardive ? C'est un cépage qui résiste extrêmement bien à la chaleur et au sec, et c'est un cépage qui garde son acidité et qui ne monte pas dans les tours au niveau sucre et donc au niveau alcool. Donc il est particulièrement adapté au type de blanc qu'on veut faire aujourd'hui. Il y a le rôle aussi qui se développe pas mal dans l'appellation. À titre personnel, c'est pas mon cépage préféré, donc on n'en a pas planté. On croit beaucoup à la clairette. C'est vraiment un très très beau cépage qui lui aussi est bien adapté aux conditions chaudes. C'est un cépage relativement tardif et avec de très beaux équilibres et beaucoup de subtilité. Sur quel secteur ou type de sol elle se plaît bien, la clairette, dans les Costières de Nîmes ? Le sol de galets, il lui faut un peu de profondeur quand même, mais ça c'est vrai pour tous les cépages, mais c'est vrai particulièrement pour les blancs, c'est-à-dire les sols trop maigres. Les blancs peuvent avoir des stress hydriques qui les conduit à faire des vins un peu phénoliques. Et le phénolique, ça se traduit par des couleurs assez soutenues et des amertumes de fin de bouche. Voilà. Pour les cépages rouges, c'est un grand classique, on va dire. Les cépages rouges,
on est sur les grands classiques, effectivement. Grenache. Nous, on a, par rapport à la moyenne de l'appellation, pas mal baissé le pourcentage de Syrah. On a beaucoup joué sur le Mourvèdre. On a trouvé des belles sélections massales de Carignan. On replante des Carignans. Et c'est globalement aussi notre optique, c'est-à-dire que aujourd'hui, tout ce que l'on replante est en sélection massale et avec donc des sélections soit chez des grands vignerons, soit sur des conservatoires pour avoir cette diversité d'individus au sein d'une même parcelle. Le Mourvèdre, c'est un cépage que j'aime particulièrement. Pourquoi est-ce qu'il se plaît bien ici ? Est-ce que c'est plutôt sur le versant nord ou sur le versant sud ? Est-ce que il se plaît à des endroits en particulier ? Nous, on en a sur les deux domaines. On fait des belles choses des deux côtés. C'est un cépage qui a besoin de chaleur, donc qui avait été délaissé parce que dans des temps plus frais, il n'arrivait pas nécessairement à maturité tous les ans. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est par contre un cépage qui est très sensible aux maladies du bois et il faut vraiment soigner son implantation, son type de taille. Et nous, on est allé même jusqu'à faire des implantations de Mourvèdre sur des greffés en place, c'est-à-dire en plantant le porte-greffe en attendant 3 ans et ensuite en venant le greffer au printemps. Isabelle, je te vois opiner du chef là en parlant du Mourvèdre. Est-ce que tu veux compléter la réponse, s'il te plaît ? On aime bien dire que le Mourvèdre, il aime bien avoir les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Donc, moi, je trouve qu'il se porte mieux dans le sud de l'appellation, où on a des sols profonds avec un peu de marne en profondeur et des sables en surface. C'est des sols qui restent frais, humides, et les sables, ça a tendance à conférer des tanins quand même extrêmement soyeux. Donc, c'est une expression assez atypique du Mourvèdre, où on n'est pas du tout sur le côté un peu rustique qu'il peut avoir parfois. Donc aromatiquement, ça reste sauvage, mais en texture, je trouve que c'est très élégant. Oui, moi je trouve que c'est un cépage qui résiste très bien à la chaleur, mais qui par contre a besoin d'eau. Et donc je suis d'accord avec ce que vient de dire Isabelle, il a besoin de sols avec des réserves utiles en eau relativement importantes. Par opposition au Grenache qui résiste mieux au sec, je trouve, mais peut-être un peu moins aux températures extrêmes. Et ça, les sols profonds d'argile que vous avez, ce que tu mentionnais Isabelle à l'instant, là, de marne, ça lui permet d'avoir les pieds dans l'eau parce qu'il y a une très bonne rétention d'eau, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ce sont des sols avec des capacités utiles, donc la capacité qu'a le sol de stocker de l'eau plus importante. Donc les marnes qui sont des argiles calcaires ont une grosse capacité de rétention d'eau. Michel, en 40 ans, vous avez eu le temps de voir le climat évoluer et votre approche de la viticulture a dû évoluer également. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel chemin vous avez fait au cours de votre carrière, s'il vous plaît ? Waouh, vaste question. C'est vrai qu'on a les changements climatiques, on a les changements de style que recherchent les gens, on a les changements de sensibilité que l'on a en tant qu'être humain et que vigneron, et on a, on va dire, l'acquisition d'expérience et de technique. Donc quand on combine tout ça, c'est clair qu'aujourd'hui, 40 ans plus tard, on fait absolument pas les mêmes vins, on n'utilise pas les mêmes techniques, et je dois dire que beaucoup de choses ont changé, que ce soit à la vigne, particulièrement récemment avec l'arrivée des techniques apportées par Isabelle, mais à la cave aussi, où on est sur des vinifications beaucoup plus douces, beaucoup plus naturelles, avec très peu d'intrants, levure naturelle, vinification sans SO2. C'est aussi parce que l'expérience nous a permis de prendre confiance et d'avoir une certaine prise de risque, parce que toutes ces choses-là sont des prises de risque, pour pouvoir avoir des vins plus naturels, plus purs, plus représentatifs de leur terroir. Isabelle, ton père parle d'évolution, mais
On a passé un petit peu de temps dans les vignes juste avant, pardon. C'est presque une révolution que t'apportes là au domaine. Je voudrais qu'on parle de ça. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ton parcours, où est-ce que tu as fait tes études et qu'est-ce que tu as eu comme expérience, quelles expériences as-tu eu avant de revenir du côté de Nîmes? Oui, donc un peu comme mon père, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Et donc très rapidement après mon bac, j'ai choisi de poursuivre des études en œnologie et en viticulture. Donc d'abord, j'ai été ouvrière agricole pendant 1 an sur un domaine en Suisse, sur le lac Léman. Et ensuite, j'ai poursuivi mes études à Changin. Et une fois mon diplôme en poche, j'ai travaillé à Châteauneuf-du-Pape pendant 8 mois, aux côtés de Philippe Camby. Ensuite, je suis partie en Californie. J'ai fait un peu plus de 6 mois de stage viti en ampélographie. Donc là, je devais cartographier des très vieilles vignes. Et ensuite, j'ai fini par être chef de culture dans une entreprise qui développait et gérait des domaines viticoles entre Napa et Sonoma. Et donc là, c'est du coup les clients, c'est juste des propriétaires terriens, on va dire, souvent des gens assez fortunés de la tech par exemple ou du cinéma, qui s'offrent des jolis domaines et qui les font cultiver du coup par des entreprises extérieures. Et donc nous, on était spécialisés dans la viticulture bio-régénérative de montagne, donc très particulier. Et voilà, j'y ai fait 5 ans. Et tu y as rencontré une personnalité marquante. Oui, Phil Coturri, du coup, qui était mon patron et qui reste un grand ami, qui est considéré comme le gourou de la viticulture biologique en Californie. Il a 60 récoltes derrière lui maintenant, donc il est plus tout jeune. Et il a toujours cultivé en bio. Donc depuis les années 60, il a toujours cultivé en bio. Il n'a jamais imaginé cultiver autrement. Et donc de cette expérience, tu es revenu ici avec dans tes bagages l'idée de l'agriculture régénérative. Ouais, c'est ça. Donc j'ai été exposée là-bas à une manière de cultiver qui était très différente, notamment tout ce qui était fertilisation, ça se faisait à travers compost et couverts végétaux. La gestion de la pression des insectes, ça se faisait à travers des lâchers de prédateurs naturels. Il y avait des refuges à insectes un peu de partout. Il y avait des arbres, beaucoup d'oliviers, des arbres fruitiers, beaucoup de diversification. Et c'était une très belle façon de cultiver qui était bourrée de sens. Et donc j'ai commencé à en parler à mon père très rapidement. Et à coup de podcasts, de bouquins offerts, de visites de domaines, d'échanges avec d'autres vignerons qui pratiquaient déjà cette forme de viticulture, j'ai réussi à le convaincre. Et une fois convaincu, je suis rentrée. Michel, ça a été dur de vous convaincre ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit la première fois qu'elle vous a parlé de ça ? Je pense qu'elle a fait un super boulot. Au début, moi, la nature, la biologie, l'agriculture, ça m'a toujours passionné. Donc, c'était facile de s'y intéresser. Et j'ai découvert une approche qui était extrêmement pragmatique. J'ai rencontré des gens absolument incroyable et dégusté des vins et vu des vignobles qui étaient magnifiques. Et donc, non, je dois dire que ça s'est fait progressivement, elle l'a fait habilement, mais quand elle est rentrée, j'étais convaincu à 200% que c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Ce qui me gênait dans certaines approches, c'est le côté dogmatique, qui n'existe pas en agriculture régénérative. C'est vraiment pragmatique et c'est vraiment les lois de la nature. C'est comment, dans la plupart des approches, on se bat contre ses ennemis avec des moyens qui sont plus ou moins limités par la technique,
En bio, on n'a pas de produits de synthèse, etc. Ici, c'est un changement de paradigme. C'est on s'occupe et on développe ses amis. Donc, comment favorisons-nous les amis de sa culture? Et on va dire, au niveau philosophique, c'est tellement séduisant que c'est facile d'adhérer à cette approche. Isabelle, est-ce qu'on peut donner quelques exemples de la manière dont ça se matérialise au domaine concrètement? Au domaine, ça se matérialise sous plusieurs axes. Le premier sur lequel on a vraiment commencé, j'ai envie de dire, c'était la régénération des sols. On y est encore, je parle au passé, mais ça va prendre des décennies. Et donc là, c'est passé par l'implantation de couverts végétaux. Qu'on a vu tout à l'heure sur une des parcelles, qui c'était, je dois dire, très impressionnant, puisque en arrivant, on se demandait même s'il y avait des vignes, tellement les plantes étaient hautes et denses. Ouais, c'est un peu la preuve de ce que le sol est prêt à donner, on va dire, et ça montre aussi ce qu'on a réussi à capter et à puiser. Donc quand on voit autant de biomasse, ça veut dire c'est de l'eau qui n'a pas été perdue, qui a pas ruisselé. On a des racines qui se sont implantées, on a des plantes qui se sont développées. C'est de l'azote qui n'a pas été lessivé parce qu'il a été absorbé par ces plantes. Et c'est du carbone qui a été fixé. Et tout ça, ce sera restitué au sol et ensuite à la culture par la suite, quoi. Donc, ce que je trouve que c'est puissant visuellement, parce que je pense qu'on réalise facilement l'impact que ça peut avoir derrière. Donc ça, c'est les couverts végétaux qu'on a pu voir tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui vont contribuer à ce premier axe qui est la régénération des sols? Ouais, la suite, ça va être pailler ces couverts végétaux pour protéger les sols et stimuler l'activité biologique des sols. On fait des gros amendements en compost qui permettent d'augmenter la matière organique des sols. Et en fait, globalement, la régénération des sols, ce qu'elle va permettre, c'est rendre la fertilité naturelle du sol. En gros, si on nourrit notre sol, il va nourrir en retour la vigne. Et donc, on va moins dépendre des intrants. Régénérer les sols, c'est aussi augmenter la capacité de rétention en eau. Et donc, nous, on est dans une région où on a pas mal de pluie à l'automne et à l'hiver, et on en a très peu pendant le reste de la saison. Et donc, en total, on a assez de pluie en général pour subvenir aux besoins de la vigne. On estime que c'est autour de 500 mm. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment de capter et maintenir le plus d'eau possible dans les sols pour que ça puisse libérer petit à petit au fil de la saison. Est-ce qu'il y a un moment dans l'année où vous travaillez les sols? Alors ça, on essaye de pas être dogmatique. Donc, le plus possible, c'est on travaille pas les sols. Maintenant, dans des années très sèches, on peut avoir un dessus du sol qui va être un peu compact ou dur. Et donc, pour ressemer par-dessus, ça peut être compliqué. Donc, on a un outil pour semer qui s'appelle un semoir direct qui, lui, va venir avec des disques légèrement ouvrir le sol et poser la graine. Donc, c'est pas un travail du sol parce que ça laboure pas, mais on va pas semer les graines à la volée comme à la main, par exemple. Donc, on va légèrement ouvrir le sol pour pouvoir permettre à la graine de s'implanter. Ok. Deuxième axe de l'agriculture régénérative? Deuxième axe, du coup, la restauration des écosystèmes. On est dans une région qui a été cultivée depuis plus de 2000 ans. Quand on se promène, il y a peu de bois, de bosquets. C'est une zone très périurbaine. Et donc, c'est essentiel de reboiser, à la fois pour le paysage, c'est esthétique, mais ça a un énorme rôle pour la protection des cultures, parce que ça va permettre de renforcer les populations d'auxiliaires. Donc, à la fois des oiseaux qui vont manger vers de la grappe, par exemple, ou renforcer, par exemple, des guêpes parasitaires qui, elles,
vont attaquer les cochenilles. Donc en fait, on va juste créer des écosystèmes qui vont être très diversifiés, très riches. Par exemple, on veut s'assurer qu'on a des floraisons qui vont de février-mars jusqu'à septembre. Vous avez vu les couverts végétaux, ils étaient déjà fleuris, donc parfois même en novembre, on peut avoir des fleurs. Et donc l'idée, c'est de maximiser la vie et de lutter le plus possible contre la monoculture. Et enfin, troisième et dernier axe. Dernier axe, c'est un axe c'est la responsabilité sociale. C'est-à-dire que si on pense à l'agriculture de demain, c'est une agriculture qui doit être résiliente, donc qui doit se prémunir contre les grands changements, à la fois climatiques mais aussi démographiques. Et donc il n'y a pas d'agriculture sans humains. Et donc pour nous, ça passe par plusieurs actions, certaines qui peuvent paraître petites. Donc nous, on a fait le choix de remonter le fil porteur pour soulager le dos et diminuer la pénibilité du travail. On a eu la chance de pouvoir construire des logements pour nos équipes, logements plutôt éco-conçus, avec pareil une implantation de tout un jardin indigène et avec peu d'utilisation en eau. Donc on aime bien tout relier. Mon père et mon oncle ont créé une bourse pour étudiants en agronomie. Il y a le partage de la valeur, il y a plein d'axes. On met aussi à disposition nos jachères aux éleveurs. Donc dans nos parcelles, on va trouver des chevaux, des moutons, des vaches. On essaye. En tout cas, on pense qu'à plusieurs, on peut aller un peu plus loin. Tout ça, ça vous donne confiance en l'avenir ? Déjà, tout ça, c'est que du bonheur. Parce que partager un tel projet avec sa fille, je veux dire, pour un père, il n'y a rien de mieux. En plus, on s'entend bien. Et donc, c'est vraiment... La deuxième chose, c'est que après 40 ans de métier, j'ai l'impression de réinventer mon métier. Donc ça, c'est passionnant. Intellectuellement, c'est très stimulant. Il y a énormément de choses qu'on a besoin d'apprendre sur les couverts végétaux, les herbes qui poussent, sur les insectes, les prédateurs, comment ils se reproduisent, où est-ce qu'ils nichent, de manière à recréer ces habitats. Donc il y a énormément de choses qu'on a besoin d'apprendre et qui sont passionnantes. Donc oui, j'ai confiance. Ce dernier volet sur l'humain, je pense que c'est un volet qu'on oublie toujours, parce qu'il n'y a pas d'agriculture sans humain, et aujourd'hui c'est relativement compliqué de recruter. On entend que les jeunes veulent des jobs avec du sens. Je pense que l'agriculture qui nourrit la planète fait particulièrement du sens. Si on arrive à leur donner un environnement dans lequel ils peuvent s'épanouir, peut-être qu'on va susciter des vocations. Je vous propose qu'on goûte maintenant. Allez, on a 2 vins à déguster. Ouais. On va goûter 2 vins, un blanc de Château de Nages, donc ce côté, et un rouge de Domaine Gassier. Comme ça, vous avez les 2 côtés. On va goûter la cuvée Joseph Torres, donc du Château de Nages, millésime 2023. Donc cette cuvée est nommée en honneur de mon arrière-grand-père, Joseph Torres, qui a acheté le domaine en 1941. Qu'est-ce qu'on a comme assemblage sur cette cuvée là ? Alors ici, on est sur une dominante de Roussanne avec Grenache blanc et Viognier. Donc là, on est sur nos plus vieilles vignes. C'est un vin qui a de l'éclat. C'est très sapide, très frais. Je m'attendais pas à avoir autant d'acidité, de peps dans une roussanne comme ça là. Je dois avouer que c'est très très bon. Merci. Ça nous fait plaisir parce que cette recherche de la fraîcheur et de l'équilibre, c'est vraiment ce qui nous motive. Alors oui, on peut jouer sur les niveaux de maturité, mais je pense que
c'est surtout le travail que l'on fait à la vigne qui vient donner cet équilibre au vin. Voilà, je pense que je dis souvent en boutade que une des premières qualités d'un vin, c'est son équilibre. Un vin équilibré, c'est fait avec du raisin équilibré qui pousse sur une vigne équilibrée, qui est dans un écosystème et dans un sol équilibré aussi. Et quand on a la chance d'avoir du raisin qui arrive comme ça à la cave, en cave, il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Isabelle, est-ce que tu peux nous présenter le rouge, s'il te plaît ? Alors, le rouge, c'est la cuvée Nostre Pays de Domaine Gassier. Du coup, là, on est sur le terroir le plus au sud, donc la partie sud des Costières qui surplombe les étangs. On est sur des sols majoritairement sableux, très calcaires. Et ici, on est sur un assemblage de pas mal de cépages, mais Grenache, Syrah, Mourvèdre, Carignan, principalement. Je dis ça parce que il y a parfois des complants un peu partout. Donc assez vieille vigne. Et ici, c'est très similaire en termes de vinification. On chamboule pas tout. Pareil, on travaille avec des raisins rafraîchis, tout récolté à la main. On fait souvent des préfermentaires à froid. Vu que le raisin est froid, on peut se permettre de travailler en infusion. Les levures indigènes, elles permettent de fermenter pas très chaud. Donc on a des fermentations très longues. On reste en général 5 semaines sur pot. Et tout se pilote à la dégustation. Tous les matins, 6h du matin, on déguste toutes les cuves et on choisit ce qu'on va faire pour la journée. Pareil, tout est vinifié sans SO2. On a pour partie, donc Mourvèdre, Syrah, Carignan qui va être élevé en fût. 600 litres, 228. Et en général, le Grenache, il reste en cuve béton pour garder cet éclat et ce fruit. Oui, c'est un domaine sur lequel on a beaucoup de vignes en gobelet. Donc, c'est des récoltes beaucoup manuelles, ce qui nous permet aussi d'utiliser de la grappe entière. Notamment Grenache Mourvèdre sur lequel on va être entre 50 et 80% de grappe entière, un petit peu moins sur les Syrah. Mais on trouve que c'est un élément qui permet de rajouter de la fraîcheur et de la complexité au vin. On peut tirer des maturités sans pour autant avoir des vins lourds ou surmûrs quand on utilise la grappe entière. Souvent, je dis que c'est un peu comme la grappe entière, c'est un peu comme le persil dans la cuisine. Il faut pas en mettre trop, mais un peu, ça ramène de la fraîcheur et de l'intérêt. Alors là, c'est tout sauf lourd. Cette cuvée-là, justement, c'est très fluide, extrêmement digeste. On sent très peu les tanins, mais on sent. Isabelle, t'as parlé de préfermentaire à froid. Je pense qu'il y a ce côté fruité là, éclatant, qui vient un peu de là. Ça, c'est un vin qui se situe où dans votre gamme ? Alors c'est vraiment notre milieu de gamme, mais milieu plus, quoi, puisque c'est un vin qui va se retrouver autour de 17-18 euros au niveau du consommateur. Nous, c'est vraiment... on considère que c'est vraiment un vin qui nous représente et qui est... moi, à titre personnel, c'est probablement le vin de chez moi que je bois le plus fréquemment. Alors, c'est vrai que c'est un vin qu'on pourrait imaginer à la fois à l'apéritif, il y a un côté fruité, éclatant, de la fraîcheur, beaucoup de facilité à le boire, et en même temps, il y a de la complexité, il y a de la profondeur, donc on pourrait faire aussi des accords intéressants. Moi, je l'aime beaucoup justement en gastronomie, justement parce qu'il n'y a pas ce côté masquant au-dessus du plat, quoi. Et nous, on a pas mal d'AOC dans le Gard. On en a une de pigeon, et c'est vrai que c'est un vin qu'on aime beaucoup avec le pigeon, avec la volaille en général. C'est un vin qui se marie très très bien au repas et qui nécessite pas forcément un gros bout de viande, quoi. Oui, le Gard, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais c'est un des départements qui a le plus d'AOC en France. Alors, il y a le vin, évidemment, mais il y a la châtaigne, le taureau, le pigeon, certains fromages. Voilà.
l'oignon, Doubs des Cévennes, c'est vrai, les olives, la picholine. On est le département qui a le plus d'AOC en France. Effectivement, il y a une vraie culture agricole diversifiée et de fait une culture gastronomique. On a énormément de très bons restaurants dans le Gard, beaucoup d'étoiles Michelin. On mange très très bien dans notre département. Puisqu'on est parti sur la gourmandise, je vous remercie tous les deux et on va aller retrouver Cyril Marès pour parler un peu de gastronomie et puis beaucoup de l'aspect festif qu'on peut avoir à Nîmes. Bonjour Cyril Marès. Bonjour Romain. Alors je vous remercie de m'accueillir, on est dans un très bel endroit dont on va parler dans les quelques minutes qui viennent. On est là en plein cœur de Nîmes pour parler des costières. On a déjà eu l'occasion de le faire avec vos collègues un peu plus tôt dans la journée, mais on va évoquer d'autres aspects de Nîmes et des costières de Nîmes avec vous, puisque vous êtes le président du syndicat d'appellation. Avant qu'on aborde tous ces sujets-là, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, donc Cyril Marès, je suis vigneron depuis bientôt 30 ans au cœur des costières de Nîmes, sur Manduel et Bellegarde. Et depuis 3 ans, j'ai pris la présidence du syndicat d'appellation. Le syndicat d'appellation, c'était le groupement des producteurs qui produisent du costière de Nîmes. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre la tête du syndicat ? Ce qui m'a motivé, c'est l'ambiance, c'est le potentiel, le nombre de jeunes qui s'installent et qui sont là, mais qui n'ont pas le temps de s'occuper forcément du collectif. Et c'est vrai que quand on arrive à un âge un peu plus respectable, on a déjà un peu roulé sa bosse, on a peut-être moins de charges familiales aussi, ce qui fait qu'on a un peu plus de temps et on peut donner plus facilement du temps au collectif. Vous pouvez nous le décrire, ce potentiel-là ? Alors le potentiel de cette appellation, il est assez incroyable. Il est incroyable sur par plusieurs caractères. D'abord par son terroir. On a la plus vieille terrasse viticole rhodanienne, avec un terroir qui est assez magique. On s'en est rendu compte il n'y a pas si longtemps. Nous, on en était conscients, mais on a des géologues renommés qui ont fait des études et qui nous ont dit qu'on avait un sol magnifique. Alors, un terroir, c'est le sol, mais c'est aussi le climat. Donc, on a l'avantage d'avoir le Mistral qui nous sèche un peu et qui assainit l'atmosphère, mais on a aussi les brises marines. On le sent bien aujourd'hui, là. Voilà, ça rafraîchit, surtout si on doit tailler les vignes. Et on a les brises marines qui nous rafraîchissent. Donc, on est en confluence entre la Méditerranée et le Rhône. Donc, ça, c'est quand même assez incroyable. Et on est avec un potentiel humain aussi dans un terroir. Il y a les hommes et les femmes. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de gens dynamiques, de vignerons dynamiques, de jeunes qui s'installent. Et ça, c'est vraiment incroyable. Oui, d'ailleurs, cette histoire de confluence entre le Rhône et la Méditerranée, ça a aussi été un sujet à un moment, pour savoir dans quelle région vous vous situez. Aujourd'hui, vous faites partie du syndicat des appellations du Rhône, et ça n'a pas toujours été le cas. Alors, en fait, ce qui est compliqué, c'est que la vallée du Rhône, c'est une frontière. C'est un axe de communication. Mais ça a été une frontière entre la France et la Provence pendant longtemps, et c'est une frontière maintenant entre Languedoc et maintenant Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur, et c'est pas une région administrative. Donc nous, on est sur un terroir qui est un terroir de la vallée du Rhône, et ça a toujours été le cas. Et les premiers côtes du Rhône d'ailleurs étaient produits quasiment en costière de Nîmes. Mais on était dans la région Languedoc-Roussillon administrativement. Et on est dans le bassin Vallée du Rhône, mais depuis toujours. On a rejoint l'interprofession dans les années 80, mais ça a toujours été notre terroir. Seule chose, c'est que la Vallée du Rhône, ça n'est pas une région. Il y a des gens de Rhône-Alpes, il y a des gens de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et maintenant des gens d'Occitanie. Voilà. Et c'est vrai qu'en France, c'est très difficile à comprendre qu'il y a des frontières administratives et des frontières de terroir qui sont pas les mêmes. Et ça fait 40 ans qu'on nous dit qu'on a un peu le cul entre deux chaises, et ce qui, je pense, c'est pas du tout le cas. Bon, quittons un petit peu ce marasme administratif. Est-ce que vous pouvez nous décrire le lieu dans lequel on se trouve, s'il vous plaît, qui est aujourd'hui, grâce au Mistral, baigné de soleil ? Voilà, alors les costières de Nîmes, dedans il y a Nîmes, il y a costières, je vous ai parlé du terroir parce que c'était la côte, mais c'est Nîmes. Et Nîmes, on a voulu revenir un peu au cœur de la ville de Nîmes, et on a eu cette occasion de pouvoir faire vivre ces pavillons
qui sont conçus par un architecte, qui sont relativement modernes et sur une très belle place près des arènes. Et on a eu l'occasion on cherchait à un moment d'avoir une ambassade au cœur de Nîmes, et on a saisi cet emplacement-là pour créer un bar à vin, espace de dégustation, de formation, en plein cœur de Nîmes. Donc ce bar à vin, il s'appelle le Verre des Costières. Et donc effectivement, on est sur la place principale de Nîmes, juste à côté des arènes. C'est un lieu magnifique. Donc c'est un lieu qui est ouvert depuis juin 2025. Comment ça s'est passé la première saison? Alors d'abord, il a fallu 2-3 ans pour le concevoir, pour le réaliser, pour le financer, et puis après il avait fallu ouvrir, donc il a fallu recruter, et on a une magnifique équipe de 3 personnes là qui sont vraiment au top. Et on a ouvert au mois de juin, donc il y a des moments d'affluence, des moments de plus calme. Il faut se faire connaître, voilà. Il faut on doit créer notre notoriété, on doit créer le désir de venir chez nous. Donc on en est un peu au balbutiement. Surtout qu'on a plein de fonctions. On veut à la fois former, on veut que les gens puissent passer un bon moment, mais veut aussi leur apprendre à apprécier le vin. On veut que ce soit informel et en même temps éducatif. Donc si on veut découvrir les vins, c'est ici qu'il faut venir. Vous avez la plupart des producteurs qui sont représentés, et si on a la chance de venir plusieurs semaines de suite, on va découvrir différents producteurs au verre ou à la bouteille. Oui, c'est vraiment un lieu où vous pouvez avoir, il y a un peu moins d'une vingtaine de producteurs qui sont sélectionnés tous les 2 mois. Et le but, c'est que ça tourne et que tout le monde soit représenté. Donc, ça permet de déguster au verre différents costières. Et ça ne vous empêche pas d'aller dans les domaines parce que c'est vraiment magnifique. On a un terroir incroyable et des caveaux superbes. Mais ça permet à un seul endroit de pouvoir découvrir différents domaines. Alors, ce bar, il est associé à une dimension festive évidente, et cette dimension festive, c'est quelque chose qui est important pour le syndicat d'appellation, avec différents événements qui jalonnent l'année. Alors, en ayant ouvert en juin, vous n'avez pas encore pu ouvrir pendant les férias qui ont lieu au mois de mai, il me semble. Donc, ça veut dire que la prochaine campagne de feria, vous allez être sur le pont pendant plusieurs jours. Alors oui, le côté festif, c'est propre, c'est vraiment notre ADN. Alors c'est un ADN un peu gardois, un peu nîmois. On aime faire la fête, on est méditerranéen, on aime faire la fête, on aime partager. Et donc c'est vraiment dans notre culture et dans nos activités. Et à la feria, vous avez parlé de la feria. La feria, c'est un moment très festif. On a une bodega, donc c'est à la Pentecôte. Essentiellement là pour la feria de Pentecôte, et on a une bodega où on peut avoir jusqu'à 1500 personnes qui viennent et qui font la fête avec uniquement du vin. Alors on n'a pas pu ouvrir, on n'ouvre pas le bar à vin n'est pas ouvert pendant la feria parce que c'est une bodega, c'est un bar géant, donc c'est l'ensemble, il est là en appui, et donc on l'a ouvert à proprement dit juste après la feria cette année. La feria, c'est vraiment un moment clé dans l'année, à la fois pour vous et pour tous les Nîmois. Alors pour les Nîmois, oui, c'est vraiment un moment clé. Après, pour nous, c'en est un, mais on en a beaucoup. Alors pour les vignerons, il y a beaucoup de moments clés, notamment les vendanges, voilà. Mais pour le syndicat, il y a beaucoup de moments clés. On a des événements. Vous avez dit, on est très festif, et donc on a pas mal d'événements. Donc on commence par la feria, là, par la bodega. Et ensuite, on a les Vignes-Toquées, qui est un parcours avec un chef étoilé dans les vignes. On a plus de 3000 personnes sur 2 jours. C'est à la fois qualitatif, festif, avec un parcours incroyable de 8 km. C'est magique. Ensuite, on a les Jeudis Vins qui sont tout l'été un des plus grands bars à vin en plein air qui existent. Tous les jeudis de juillet et d'août, juste à côté, en plein cœur de Nîmes. On a d'autres événements, on a les costières sonores dans les domaines. Et puis là, on va inaugurer, grâce à nos verres des costières, on va faire les costières givrées. Donc tous les samedis, les 4 samedis avant Noël, où il y aura, on pourra boire du vin dehors, autour d'un tonneau, avec 4 ou 5 producteurs qui vont présenter leur vin. Et pas du vin chaud. Et
Pourquoi pas en fait, on y travaille parce que on est ouvert à tout. Et le vin, il faut le désacraliser. Il y a le côté terroir, il y a ce côté produit naturel, mais on a un côté aussi moderne, ouvert, et un vin chaud, mais peut-être pas un vin chaud cannelle orange comme on a l'habitude, mais un vin chaud avec du blanc, par exemple. Et il y a beaucoup de choses, notamment pour les cocktails, pour les vins, pour le vin chaud. Il y a beaucoup de choses à faire. On est très ouvert là-dessus. Est-ce qu'on peut parler un peu de vous et de votre activité de vigneron? Alors, il y a 2 domaines. Un qui est sur l'appellation Clairette de Bellegarde, mais vous avez principalement un domaine sur l'appellation Costière de Nîmes, à Manduel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous êtes devenu vigneron? Alors, je suis devenu vigneron pas totalement par hasard parce que je suis la 7e génération de vignerons. Alors, pas toujours au même endroit, pas toujours en Costière de Nîmes, mais mon père s'était installé en Costière de Nîmes. Et simplement, je pensais pas devenir vigneron ou faire obligatoirement comme mon père. Mais pendant mes études d'agronomie, il m'a laissé la cave pendant les vendanges et il m'a dit tiens, puisque tu rentres tard, viens faire les vendanges. J'ai fait les vendanges et je me suis éclaté. J'ai dit en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. Je suis tombé dedans. Voilà. Alors, je n'étais pas tombé dedans tout petit, mais étudiant, je suis tombé dedans. J'ai dit c'est ça que je veux faire. Vous êtes dans quelle zone de l'appellation? Alors moi, je suis plutôt dans la partie, je suis sur Manduel et Bellegarde. C'est la partie nord-est de l'appellation. L'appellation est assez étirée, c'est costière, ça veut dire côte, et en fait on était la côte au-dessus de la Camargue et la petite Camargue et la plaine de Beaucaire, et entre les marécages, c'était la côte avant les marécages et avant la mer. Vous êtes le président du syndicat d'appellation. À ce titre, vous gérez la partie collective. Quels sont les enjeux à venir là, pour l'appellation entre installation des jeunes, crise viticole, je ne sais pas si ça vous touche ou à quel point, réchauffement climatique? Quels sont les projets que vous voulez mettre en place pour les années à venir? Alors on a beaucoup d'enjeux et on est en une période charnière. Alors, vous parlez de crise viticole. Oui, il y a une vraie crise viticole. Il y a une baisse de la consommation. Il faut qu'on fasse venir les jeunes pour découvrir ce produit qui est quand même incroyable, qui est naturel, qui se partage, qui est convivial. Donc, on a un vrai défi vis-à-vis de ça. Et l'installation des jeunes, elle va dépendre un peu aussi des succès économiques. En période de difficultés économiques, c'est très très compliqué de faire venir des jeunes. Donc ça, c'est important. Le défi climatique, il est très important. Alors, on aurait pu penser que nous, en tant qu'étant très au sud et voire les plus au sud de la vallée du Rhône, on était peut-être les plus fragiles et les plus soumis à cet aléa. Mais en fait, non, on est assez résilient et nous, on est plutôt un terroir adapté au réchauffement parce que d'abord la chaleur on en a l'habitude, on a des cépages adaptés, on a des pratiques de culture qui sont relativement adaptées à ça, et ensuite on a l'effet des brises marines qui nous permettent d'avoir des soirées un peu plus fraîches même si on a des journées très chaudes, et on a des sols très profonds de galets roulés, d'alluvions très anciens du Rhône mais qui sont sur 3, 4, 5, 15 mètres de profondeur et qui permettent aux racines de descendre. Et en plus on a une possibilité d'irrigation puisqu'on a tout un réseau qui est puisé dans le Rhône avant que le Rhône arrive dans la mer. Donc on prive personne et on a cette possibilité de pouvoir apporter un petit appoint. Et c'est une possibilité que vous utilisez régulièrement? Comment ça se passe? Alors avant on l'utilisait pas et puis maintenant en fait on se met à l'utiliser de plus en plus, et notamment pour installer des jeunes vignes pour qu'elles aient le temps que l'enracinement descende, et puis c'est un peu une assurance climatique en période de forte sécheresse. Moi je vois sur toutes mes vieilles vignes il n'y a pas d'irrigation, mais maintenant dès que je plante une vigne je l'irrigue et de façon à l'accompagner, à l'aider, et après je laisse l'irrigation en place. Et si une année en 2017, on n'avait pas eu de pluie entre mars et novembre. Voilà, donc les vieilles vignes n'avaient pas souffert, mais sur des jeunes vignes, ça peut être fatal. Merci Cyril Marès. Merci. Terminus, tout le monde descend. J'espère que le voyage fut riche en émotions. Vous l'avez compris, je me suis régalé au cours de cette visite. Et non content d'avoir dégusté des vins délicieux, l'immense majorité des cuvées de l'appellation sont vendues moins de 20 €. Des vins excellents, avec une vraie identité à des prix raisonnables. Que demander de plus? Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Je suis ravi d'avoir réalisé cet épisode pour vous. Au montage et au mixage, c'était Emmanuel Nappet. Emmanuel Doré s'est occupé du générique original et le logo a été réalisé par Léna Mazilu.
On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon.